Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Jean-Paul, c'est la version française. Oui, de l'hymne national américain, évidemment. Nous ne sommes pas là pour célébrer l'indépendance des États-Unis. Nous ne sommes pas des citoyens américains, mais brin d'histoire oblige, nous sommes le jeudi 4 juillet. Nous allons donc parler de l'indépendance des États-Unis. Alors, bien évidemment, ça n'a aussi aucun lien avec l'élection qui aura lieu dans exactement aussi 4 mois. Alors, on s'intéresse à l'indépendance des États-Unis qui a été déclarée le 4 juillet 1776, il y a donc 248 ans. Alors, pour rapidement comprendre un peu les choses, comment est-ce que comment est-ce que ce peuple de colons qui pour la plupart étaient originaires de l'Empire britannique ont pu décider cette date-là, le 4 juillet 1776, de déclarer leur indépendance. Alors, il faut comprendre que tout part d'abord d'une guerre qui a duré 7 ans, qui a duré de 1756 à 1763 et qui avait opposé les deux plus grandes puissances de l'époque, à savoir l'Empire britannique et l'Empire français. Alors, il faut savoir que les Français et les Anglais se sont battus durant 7 ans pour la conquête de l'Amérique du Nord. Parce qu'il faut savoir qu'on est à l'époque où on était dans des conquêtes coloniales. Les empires occidentaux voulaient absolument engranger le maximum de territoire. Et donc, c'est dans ce cadre-là, après la découverte, enfin pas la découverte, après l'arrivée des colons dans la foulée de Christophe Colomb, à partir de là, il va y avoir une véritable guerre de conquête de la part des empires occidentaux en Amérique du Nord. Et donc, ces deux grandes puissances vont, pour la conquête ou le contrôle de ces vastes territoires nord-américains, s'affronter durant 7 années. Et c'est une guerre qui a non seulement été longue, parce qu'elle était longue 7 ans, mais surtout, elle aura été coûteuse. Et donc, même si d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique, l'Empire britannique a pu s'affirmer comme étant la première puissance mondiale, mais cette guerre-là lui a coûté énormément cher, puisqu'elle aura creusé profondément sa trésorerie ou ses ressources financières. Et donc, pour devoir se remettre, elle va donc demander aux 13 colonies de l'époque, qui constituaient justement le territoire de l'Empire britannique en Amérique du Nord, de payer les frais de cette guerre dont elles étaient justement le principal enjeu. Et donc, entre 1764 et 1773, le Parlement britannique va voter une série de taxes visant les colons afin de renflouer justement les caisses de l'État britannique qui était quand même plus ou moins asséché. Et donc, cette décision d'augmentation des taxes là va particulièrement rendre mécontents les colons qui vont petit à petit commencer à développer une espèce de rancœur à l'égard de l'Angleterre. Un sentiment qui va être notamment renforcé par le fait, en plus, que ces derniers ne bénéficiaient même pas de représentants au sein du Parlement britannique. Donc, ils n'avaient pas de représentants capables de défendre leurs intérêts au sein du Parlement britannique. Et donc, durant les années 1770, on va voir ainsi naître un espèce de slogan parmi les colons américains qui disait « No taxation without representation ». Ça veut dire pas de représentation, pas de taxation. Pas de taxation. Et donc, les lignes américaines qui étaient donc décidées à faire valoir ces revendications au Parlement va même aller jusqu'à envoyer des porte-paroles à la fois au gouvernement pour protester contre la mise en œuvre de ces nouvelles taxes et même aller jusqu'à rencontrer le souverain britannique de l'époque, le roi George III, pour lui soumettre leurs préoccupations. Malheureusement pour ces derniers, ni le gouvernement ni la couronne britannique ne va prendre en compte leurs préoccupations, accentuant ainsi les tensions entre le gouvernement et les colons, au point même que ces tensions-là vont finir par se cristalliser. Et donc, à la suite de ces événements-là, donc, il va aussi progressivement s'infuser au sein de ces populations de colons-là ce désir de s'affranchir du contrôle de l'Empire britannique. Et ce désir-là va véritablement se diffuser au point même de devenir, de constituer un consensus même au sein des différentes colonies américaines. Et à la fin des années 1760, le spectre même de la révolution opposant des indépendantistes aux forces anglaises va même commencer à sérieusement
être réfléchi par les élites américaines. Dans un premier temps, il faut savoir que ces populations insatisfaites vont commencer d'abord par tenter de boycotter les produits importés d'Angleterre. Et à la suite de ces boycotts, malheureusement, ces tensions exacerbantes vont commencer à se transformer en des émeutes plus ou moins belliqueuses. Et ces émeutes-là ne vont faire que renforcer l'idée justement d'adhérer à une Amérique indépendante. Et donc, les premiers épisodes d'une véritable violence entre les représentants de la couronne britannique et les colons vont commencer aux alentours des années 1770, avec notamment plusieurs événements marquants, notamment le massacre de Boston qui s'est déroulé le 5 mars 1770. Il faut se rappeler que ce jour-là, plusieurs colons furent abattus par des soldats anglais. Et à la suite donc de ce massacre de Boston, les manifestations violentes qui vont opposer à la fois des royalistes, donc ceux qui étaient fidèles à la couronne britannique, et des indépendantistes, vont se multiplier à travers le pays. Néanmoins, il faudra attendre 4 ans plus tard pour que, à côté de ces violences, qu'on dira des violences populaires, il y ait une espèce d'agrégat politique qui puisse se former au point où on va, à côté de cette résistance populaire, voir maintenant émerger une véritable résistance politique. En effet, en 1774, les représentants des 13 colonies vont se réunir à Philadelphie pour former une assemblée législative qu'ils vont dénommer le Congrès continental. Et un an plus tard, le 19 avril 1775, la guerre d'indépendance va être déclarée. Et donc, il faut savoir que dans les débuts, la révolution qui était particulièrement difficile pour les colons insurgés parce qu'ils ne disposaient pas de soutien extérieur, et parce qu'ils ne disposaient pas véritablement de moyens financiers conséquents en opposition à la couronne britannique, vont multiplier les combats vis-à-vis et multiplier aussi quelques défaites contre les soldats britanniques. Et il faut savoir qu'à cela, il faut savoir que ceux qui se battaient pour l'indépendance, qui vont se surnommer les patriotes, faisaient face à deux groupes de combattants. Il y avait d'un côté les soldats britanniques, qu'on appelait les royalistes, donc ceux qui étaient les représentants de la couronne, mais il y avait aussi des colons qui ne voulaient pas de l'indépendance américaine et qui voulaient rester fidèles à la couronne britannique. Et donc, eux, on les appelait les loyalistes. Et donc, on avait dans cette guerre d'indépendance 3 groupes. D'un côté, on avait les royalistes qui défendaient la couronne britannique et les loyalistes qui voulaient rester dans l'Empire britannique et qui voulaient donc demeurer fidèles à la couronne. Et en face, on avait les indépendantistes qui se faisaient appeler les patriotes. Et donc, au début de cette guerre, comme je l'ai dit, faute de soutien, faute de moyens, ils vont d'abord engranger des défaites jusqu'à l'entrée d'un nouvel acteur extérieur qu'on appelle la France. Il faut savoir que c'est grâce à la France qui va petit à petit commencer à apporter son aide, une aide militaire, en apportant des armes, en fournissant de l'argent, en apportant même des combattants aux patriotes, que petit à petit, ces derniers vont commencer à obtenir de véritables gains sur le terrain. Et donc, face à ce changement, si tu veux, de domination, de ce rapport de force, face à cette inversion de rapport de force, la couronne britannique n'aura d'autre choix que de continuer de son soutien à ses troupes sur place en envoyant des renforts, notamment aux royalistes et aux loyalistes, malheureusement sans véritable changement. Et en 1775, un autre rôle décisif va justement avoir lieu au cours de ce conflit, c'est notamment la bataille de Bunker Hill. Il faut savoir que cette bataille est non seulement connue pour avoir été extrêmement sanglante, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, et au cours de la bataille de Bunker Hill, les forces britanniques vont connaître une victoire particulièrement peu avantageuse dans la mesure où les coûts humains et économiques de cette offensive vont être tellement terribles du côté anglais que cela va avoir des répercussions à Londres au point où des journalistes vont commencer à se poser des questions sur les véritables enjeux, sur les véritables enjeux sur une potentielle victoire de cette guerre pour maintenir la domination britannique en Amérique. Et au point donc que cette bataille de Bunker Hill va donc commencer à susciter au sein de l'opinion publique anglaise la question de quel est l'intérêt véritablement de vouloir à tout prix garder d'abord des colonies qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là et surtout pour lesquelles il y a d'autres puissances qui n'ont absolument pas renoncé à
à vouloir y mettre pied, et surtout pour lesquels les sujets britanniques qui sont là-bas ne veulent plus justement de la domination, qui ne veulent plus être sous la couronne britannique. Et puis, à partir de là, le 4 juillet 1776, toujours à Philadelphie, les représentants des 13 colonies américaines vont de nouveau se rassembler et ils vont faire officiellement sécession et vont donner naissance à leur nouvelle nation qu'ils vont appeler les États-Unis d'Amérique. Mais ça ne veut pas dire on a 13 États. On a 13 États au départ, mais ça ne veut pas dire que la guerre était arrêtée. Non, puisque l'Angleterre ne va pas reconnaître dans un premier temps cette indépendance et donc va, bien au contraire, multiplier les offensives militaires sur le terrain. Et en octobre 1777, donc un an plus tard, la guerre d'indépendance, justement, va atteindre son point culminant avec la bataille de Saratoga. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Pas encore. La bataille de Saratoga, qui va véritablement être la plus grande et plus large victoire des patriotes face aux forces britanniques. Avec l'appui des Français. Avec l'appui des Français. Je connais cette bataille. Voilà. C'est dans le Patriote. Exactement. Et donc, Gibson. Voilà. Et à partir de là, la France, qui va être consciente, qui va se rendre compte que véritablement cette bataille de Saratoga avait véritablement inversé les rapports de force sur le terrain, va encore accentuer son soutien militaire en envoyant plus d'hommes et plus d'armes. Et à côté de la France, d'autres pays aussi qui vont se reconnaître, ou bien qui vont reconnaître, si tu veux, aux colons américains le droit à l'autodétermination, le droit à la liberté. D'autres pays, tels que l'Espagne ou les Pays-Bas, vont également, aux côtés de la France, venir en appui aux patriotes américains ou aux indépendantistes américains. Et donc, ce renfort supplémentaire de l'Espagne, des Pays-Bas, associé avec celui de la France, et dans le même temps, on avait au niveau de l'Empire britannique de plus en plus de difficultés, à la fois humaines, militaires et financières, pour continuer à faire face à cette guerre-là. Et donc, petit à petit, les Britanniques vont donc se rendre compte qu'ils n'avaient plus d'autre choix que d'abandonner véritablement ce choix de vouloir absolument maintenir cette colonie-là. Et en 1781, la nouvelle défaite, notamment des troupes anglaises à Yorktown face aux troupes du général George Washington, va être celle qui sera retenue dans les livres d'histoire comme étant la victoire déterminante qui va sonner la défaite des Britanniques dans cette guerre d'indépendance. Et donc tout ça se passe dans les années 1770. Et donc cette défaite de 1781 à Yorktown des troupes britanniques va sceller le glas pour la couronne britannique, et donc celle-ci va décider de mettre un terme au conflit, et donc le Parlement anglais va donc décider officiellement de mettre un terme à la guerre et d'entamer des négociations à Paris le 3 septembre 1783. Et donc à cette date-là, le traité de Paris sera signé, mettant ainsi fin à la guerre d'indépendance. Le traité de Paris est signé le 3 septembre 1783, et c'est ce traité de Paris-là dans lequel l'Angleterre va reconnaître formellement l'indépendance des États-Unis qui avait été déclarée le 4 juillet 1776. Et en 1789, la révolution éclatait à Paris. Exactement. Eh oui. Comme quoi, on dit soit un battement d'aile d'un papillon à l'est peut déclencher un ouragan à l'ouest. Les Français ont vraiment œuvré pour l'indépendance des États-Unis. Mais ils ont œuvré pour l'indépendance des États-Unis dans le cadre où ça concourait à l'affaiblissement de l'Angleterre, qui était l'ennemi juré de la France. Oui. Donc l'ennemi de mon ennemi étant mon ami, c'est exactement ce que les Français ont fait. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils avaient perdu cette guerre face aux Britanniques pour la conquête ou la maîtrise du territoire nord-américain, ils vont donc tout mettre en œuvre pour empêcher aux Britanniques de pouvoir jouir justement de la maîtrise de ce territoire. 248 ans après leur indépendance, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont sérieusement indépendants, sont réellement indépendants? Oui, l'indépendance des États-Unis, ce n'est pas l'indépendance par rapport au fait que les autres États reconnaissent leur souveraineté. C'est vrai, c'est important, mais moi je pense que l'indépendance des Américains est beaucoup plus s'exprime de la meilleure manière dans l'indépendance des institutions. Les institutions sont bien distinctes, elles sont indépendantes les unes des autres, et donc c'est cette indépendance des institutions-là qui, à mon avis, renforce l'indépendance des États-Unis vis-à-vis des deux autres nations. Parce que c'est ça la force et la vigueur d'une démocratie, c'est lorsque on a des institutions qui sont fortes et qui sont totalement indépendantes. Ce qui n'est malheureusement Est-ce que dans ce sens, pas les États-Unis ont
participé à l'indépendance des autres États. Oui, les États-Unis ont participé notamment à la création d'un État qu'on appelle le Libéria, il ne faut pas l'oublier. Après l'abolition de l'esclavage, certains esclaves affranchis où les États-Unis vont acheter un territoire aux Britanniques, notamment le Libéria, et ils vont y transférer quelques esclaves affranchis et ils vont les mettre là avec les populations autochtones, avec plus ou moins de réussites que l'on connaît par la suite. Bref, mais les États-Unis ont participé à la création du Libéria. Même le nom de Libéria vient de Liberty. Et donc, il y a donc une très forte proximité à la fois historique, institutionnelle et politique entre le Libéria et les États-Unis, même si cette proximité n'est pas aussi forte que celle que l'on peut observer entre les pays africains qui sont des anciennes colonies d'autres pays occidentaux, tels que la France, l'Angleterre, l'Espagne. Il n'y a pas une proximité entre ces États-là et leurs pays, semblable à celle du Libéria et des États-Unis. Ce n'est pas aussi fort que ça. Les États-Unis aussi ont participé beaucoup plus à des luttes d'indépendance, mais ça, c'était dans le cadre de la guerre froide. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça, c'était normal. On était dans une recomposition du monde, et donc, les puissances qui étaient dominantes avant la Seconde Guerre mondiale, c'était les puissances colonisatrices, Angleterre et France en tête. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, c'était des puissances idéologiques, capitalistes, communistes, qui étaient en tête et qui étaient devenus des puissances militaires aussi. Et donc, elles vont veiller à ce que les pays qui étaient sous l'escarcelle ou sous l'influence de ces grandes puissances colonisatrices acceptent d'abandonner cette domination-là. Et donc, les États-Unis vont, avec l'Union soviétique, il ne faut pas aussi l'oublier, vont concourir à financer, à aider ou à infuser les mouvements de libération, les mouvements d'indépendance, principalement dans les pays d'Afrique, dans les années 60, et aussi dans quelques pays, je dirais, dans le Pacifique, puisqu'aujourd'hui encore, on a des pays comme les Bahamas qui ont obtenu leur indépendance, qui sont sortis de la couronne britannique, grâce notamment au soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que les Noirs ont participé de loin ou de près à cette lutte de l'indépendance? Oui, oui. Parce qu'on est quand même dans la période de l'esclavage. Oui, il y avait même des divisions entières parmi les patriotes. Durant la guerre d'indépendance, pas vraiment, parce que c'était une guerre qui opposait les colons, principalement les colons, à l'Empire britannique. Mais dans la guerre d'indépendance, non, pas véritablement. Mais dans la guerre de sécession... Dans la guerre de sécession, oui, je sais. Il y avait des unités entières composées exclusivement d'hommes noirs, même s'ils ne bénéficiaient pas des mêmes avantages. Mais on est quand même à la période de l'esclavage, en 1776. Oui, on est en plein esclavage. Mais si tu veux, l'esclavage durant la guerre d'indépendance n'est pas un enjeu. Ce n'est pas ce qui est à l'origine, ce n'est pas ce qui est la cause de la guerre. La cause de la guerre, c'est le fait que l'Empire britannique a décidé de faire payer aux colons les coûts liés à la guerre de 7 ans qu'il a opposé à la France pour justement la maîtrise de ces territoires-là. Et donc, ces colons vont refuser cette taxation-là qu'elle juge inique et totalement injustifiée. Et le fait que la couronne britannique, qui ne voulait absolument pas entendre les revendications des colons, ait plutôt décidé de répondre par la violence, tout ça avait fait qu'exacerber justement les tensions entre les colons et la couronne britannique, au point où on va aboutir malheureusement par la suite à cette guerre d'indépendance qui va durer 8 ans au total. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est le cas du juillet et c'est les 248 ans des États-Unis. Le 248e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va repartir en musique et on va se retrouver juste derrière. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.